Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus. Merci à ceux qui sont venus de loin, de l'autre côté du périph', voire de l'autre côté de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, je commence mon cours PECO. Merci à tous ceux qui ont été qui m'ont décerné ce prix. Voilà. Mon cours portera donc sur les algèbres de von Neumann, et plus précisément les algèbres de von Neumann de type 3. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé depuis ma thèse. Je vais être sur la direction de Cyril, ici présent. C'est un domaine d'algèbre d'opérateurs, donc d'analyse fonctionnelle et puis de systèmes dynamiques. Et ça fait intervenir, ça a des liens avec la théorie ergodique, avec la théorie des groupes, la théorie des représentations. Et donc le point de vue que j'ai essayé d'adopter pour ce cours-là, c'est de partir d'abord de la théorie ergodique, la dynamique, pour arriver ensuite aux algèbres de von Neumann, en essayant d'introduire les choses de manière la plus intuitive possible. Et donc, pour le cours d'aujourd'hui, que je vais commencer aujourd'hui, il n'y aura pas d'algèbre de von Neumann, il n'y aura que de la dynamique pour l'instant. Et puis, à partir du deuxième et surtout du troisième cours, il y aura des algèbres de von Neumann. Et puis, j'essaierai de parler de problèmes qui m'ont beaucoup intéressé ces dernières années et de problèmes encore ouverts. Ok, eh ben, donc allons-y. Donc le point de vue, c'est que je vais prendre mes notes qui sont là. C'est que les algèbres de von Neumann de type 3, en fait, elles vont être très très liées à ce qu'on appelle la dynamique non singulière. Donc le cadre général, c'est ce qu'on appelle les actions non singulières. Donc je vais commencer par ça. Donc le cadre de la dynamique, c'est de prendre un espace. En l'occurrence, ici, ça va être un espace mesuré. Alors, je vais supposer que mu est une mesure de proba ou bien sigma fini. C'est une mesure de probabilité. Parfois, j'ai autorisé que mu soit sigma fini, mais par défaut, ça sera une mesure de probabilité. Et donc, c'est très peu de structure, il n'y a aucune géométrie ni rien, mais on peut quand même faire de la dynamique sur des espaces mesurés. Et donc, pour ça, il faut se donner une transformation de l'espace. Donc, alors, c'est un espace juste mesuré. Donc ici, je mettrai, si vous voulez, ça c'est une habitude, peut-être une mauvaise habitude, c'est d'ignorer le fait qu'il y a une tribu d'ensemble mesurable que je vais omettre la plupart du temps. D'accord ? Donc ici, c'est X, c'est un espace muni d'une tribu, voilà. En fait, assez rapidement, en fait, je vais mettre de côté toutes les histoires liées au point, la mesurabilité, etc. Et donc, ça ne va pas jouer de rôle, mais ici, on peut supposer, si vous voulez, que c'est un espace borélien, un espace métrique, si vous voulez, derrière, ce que vous voulez. Et donc, on se donne donc
T une bijection bimesurable et on dit qu'elle est non singulière si T préserve les ensembles de mesures nulles, ou de manière équivalente, T préserve la classe de la mesure nulle. D'accord ? Donc, si lorsque je pousse en avant la mesure mu, j'obtiens une mesure qui est absolument continue par rapport à mu. D'accord ? Donc ça veut dire que les deux mesures ont les mêmes ensembles de mesures nulles. Donc on reste dans la même classe de mesures. Autrement dit, c'est équivalent, ça veut dire que mu de A égale 0, et que mu de T1 égale à 0. Pour tout mesurable A. Alors, donc, le cas assez fréquent qui est très étudié, c'est le cas où T préserve carrément la mesure mu. D'accord ? Là, c'est plus faible, on a encore moins de structure, on demande juste que la classe de la mesure soit préservée. Alors, et en fait, c'est vraiment ça qui va m'intéresser pendant ce cours-là, c'est d'étudier des systèmes où justement il n'y a pas de mesure invariante. D'accord ? Il y a plein de choses qui sont faites pour étudier des systèmes dynamiques où il y a des mesures invariantes. On part d'une mesure invariante, mais là, ce qui va m'intéresser surtout, c'est d'étudier qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de mesure invariante, quand on a juste ça. Alors, juste avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner un autre point de vue sur ces systèmes dynamiques non singuliers. Se donner une transformation comme ça de x. Donc là, on voit T comme une bijection bimesurable qui envoie un point de x sur un point de x, mais on peut avoir un point de vue plus fonctionnel. En fait, se donner une transformation comme ça, c'est équivalent à se donner. Donc si j'ai une transformation T comme ça, je peux définir une transformation que je vais appeler plutôt alpha de L infini de x mu. Bon, je vais omettre l'attribut, d'accord, je ne vais plus la préciser. Qui a une fonction f, va associer f en t-1. Donc quand j'ai une transformation comme ça, t, ça me donne automatiquement une transformation de L infini de x mu, qui est une algèbre. Et notez ici que cette algèbre-là, donc c'est quoi ici ? C'est l'espace de toutes les fonctions mesurables bornées, modulo égalité presque partout. C'est-à-dire qu'on identifie des fonctions qui sont égales presque partout. Et notez que cet espace-là, ces fonctions-là, cet espace de fonctions, en fait, il ne dépend pas du choix de la mesure mu elle-même, mais seulement de la classe de la mesure mu. Donc, se donner une transformation non singulière qui préserve une classe, c'est la même chose que se donner, en fait, un automorphisme comme ça de cette algèbre. Donc, alpha est un automorphisme de l'algèbre la R algèbre L infini de x mu. Et inversement, si alpha est un automorphisme de cette algèbre, alors alpha peut s'écrire et de la forme
f, j'associe f rond t-1 pour une certaine transformation non singulière. Non singulière. T. D'accord, c'est en fait c'est un joli théorème à partir de quelque chose de purement algébrique. Là, on suppose juste que alpha est un automorphisme de l'algèbre. Eh bien, on retrouve une transformation de l'espace. Alors, là, il y a quelque chose quand même que je passe sous le tapis. C'est, en fait, on ne peut pas retrouver exactement T, parce qu'on ne peut pas retrouver les points. Ici, on ignore les ensembles de mesures nulles, donc en fait, on ne peut pas retrouver T elle-même. On trouve en quelque sorte la classe de T modulo des ensembles de mesures nulles. Et puis, il y a tout un aspect un peu... En fait, pour que ça soit vraiment vrai, là, il faudrait supposer que X est justement un borélien standard, faire des hypothèses techniques pour pouvoir vraiment construire une transformation T qui satisfait ça. Mais moralement, c'est quand même ça, il y a cette équivalence-là, et en fait, moi, c'est vraiment ce point de vue qui va le plus m'intéresser, le point de vue fonctionnel, parce que c'est ça qui va nous amener plus facilement après aux algèbres de von Neumann. Et je précise là dès maintenant que L infini de x mu, ça, c'est ce qu'on appelle une algèbre de von Neumann commutative, quand on fait des algèbres de von Neumann. Donc les algèbres de von Neumann, en fait, ça va être des généralisations de ces algèbres-là. Et elles sont commutatives précisément quand elles sont de cette forme-là, pour un certain espace mesuré. D'accord ? Donc ça viendra après. Est-ce que ça résulte des théorèmes de Ramanujan et Ricci ? Alors oui, ça intervient forcément à deux endroits, notamment pour retrouver une mesure mu sur une algèbre comme ça. La mesure mu va définir une forme linéaire sur cette algèbre. Et donc pour avoir la correspondance entre mesure et forme linéaire, ça va intervenir, c'est sûr. Donc juste ici, je précise que en fait, on ne peut pas retrouver les points, mais par contre, parce que justement, on ignore les ensembles de mesures nulles, donc quand la mesure mu est diffuse, il n'y a plus de points, mais par contre, on retrouve les ensembles mesurables comme des fonctions indicatrices. D'accord ? Donc, je ne peux pas savoir ce que c'est que t d'un point, juste à partir de ces données-là, mais par contre, savoir ce que c'est que ta, où a est un ensemble mesurable, et bien ça, je le sais à un ensemble de mesures nulles près, parce que l'indicatrice de 1ta, ben ça va être alpha de l'indicatrice de 1. Donc on sait comment agiter sur les ensembles mesurables modulo des ensembles de mesures nulles. D'accord ? Bon. Très bien. Alors, donc ça, c'est les systèmes dynamiques où on a une seule transformation de l'espace. Alors, on peut généraliser ça de manière très intéressante pour faire intervenir des groupes, plutôt que de prendre une seule transformation, qui revient à prendre une action du groupe Z, on pourrait prendre des groupes plus généraux. Donc, soit G un groupe, une action non singulière de G sur espace X mu, c'est simplement un morphisme de groupe dans ce groupe des automorphismes. Alors, la plupart du temps, notamment quand on a des groupes dénombrables, on peut réaliser ça vraiment comme une action, sur des points, vraiment sur une action comme sur l'espace X lui-même. Mais dans certains cas, quand G est très gros, en fait, ça ne va pas bien se passer techniquement, et c'est vraiment ça le bon point de vue. En tout cas, c'est celui-là que je vais adopter. D'accord ? Donc pour chaque élément du groupe, on a une transformation non singulière de l'espace, et G agit de cette sorte-là. OK. Donc ça va être le point de vue le plus général que je vais adopter, c'est ce que je vais appeler un système dynamique non singulier, un groupe qui agit par des transformations non singulières.
Alors à partir de ça, il y a plein de choses qu'on peut étudier. Alors une des questions, ça n'est pas spécifique au cas non singulier, qu'on étudie déjà dans le cas des systèmes qui préservent une mesure, ergodicité. Donc on dit qu'une action comme ça donc ici j'ai une action non singulière et ergodique si les seules fonctions qui sont G invariantes, les seules fonctions qui sont invariantes par le groupe G, ben ce sont les fonctions qui sont constantes, les scalaires. D'accord ? Donc les seules fonctions invariantes sont des fonctions constantes. Ça, c'est aussi équivalent à dire que, à la notion d'ergodicité que peut-être vous êtes plus familier, qui est que mu de A si l'ensemble A, il est G invariant modulo les ensembles de mesures nulles. D'accord ? Dès que vous avez un ensemble qui est invariant, dès que vous essayez de découper l'espace en deux parties invariantes, bah vous obtenez, vous ne pouvez pas le faire de manière non triviale. L'ensemble va être forcément de mesure nulle ou 1. D'accord ? Ici, je suppose que mu est une mesure de probabilité. Alors, donc ça, c'est des questions, déterminer quand est-ce qu'un système dynamique est ergodique, c'est une question qui peut être difficile, encore plus difficile dans le cas non singulier que dans le cas où la mesure est préservée. Et donc on verra des exemples plus tard où en fait cette question elle peut être très subtile. Oui. Pourquoi on utilise le nombre réel et pas la constante ? On peut utiliser nombre complexe, ça ne change rien du tout. Si je mettais ici partout une algèbre avec les fonctions valeurs complexes, d'ailleurs quand on passera aux algèbres de Feynman, ça sera nécessaire. Là c'est pareil, c'est équivalent. Par contre ici, quand je dis un automorphisme, si on prend les nombres complexes, il faut rajouter un automorphisme qui préserve la conjugaison complexe. Sinon, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, pour que ça marche, on a besoin que de retrouver la relation d'ordre. Et pour ça, il faut savoir qu'un élément est positif si seulement si c'est un carré. Donc dans le cas réel, ça marche, mais dans le cas complexe, il faut adapter. OK. Alors, donc en général, ça va être compliqué de déterminer quand est-ce qu'un système est ergodique. Je vous donnerai ensuite des exemples de systèmes où c'est vraiment subtil comme question. Et en général, le système, s'il n'est pas ergodique, on va avoir que l'algèbre des fonctions invariantes, qui sont G invariantes, ça va être une sous-algèbre. C'est une sous-algèbre particulière qui est... Et en fait, on pourra... On peut l'écrire en fait sous la forme on pourra trouver un isomorphisme entre cette algèbre-là et l'ensemble des fonctions à l'infini sur un autre ensemble mesurable, Y. Alors qui est, encore une fois, construit de manière un peu abstraite. On n'est pas capable de dire ce que c'est qu'un point de Y, mais en tout cas, il en existe un comme ça. Et ce qui va se passer dans ce cas-là, en fait, à cette inclusion-là de L infini de Y mu dans L infini de X mu va correspondre une application pi mesurable de X vers Y
tel que, quand je pousse en avant la mesure mu, j'obtiens nu. Et l'inclusion de y nu dans L infini x mu est donnée par f rond pi. Donc autrement dit, j'ai mon espace y, et puis j'ai ici mon espace x, et puis j'ai une projection pi. Et en fait, les ensembles mesurables y vont correspondre aux ensembles G invariants dans x. Et en fait, en quelque sorte, ça se passe comme si les fibres de pi étaient des actions ergodiques de G. Donc en fait, ça, on obtient ce qu'on appelle la décomposition ergodique d'une action. On a toujours, on peut écrire x comme y comme un quotient de x en quelque sorte, et puis les fibres vont être ce qu'on appelle des composantes ergodiques. Alors comme les points de y n'ont pas de sens, une composante ergodique particulière, ça n'a pas vraiment de sens, mais comme famille comme ça, cette application pi, elle existe. Et en fait, on a ce qu'on appelle une décomposition ergodique. Et donc, en quelque sorte, on peut ramener toujours l'étude de tous les systèmes dynamiques à l'étude des systèmes dynamiques qui sont ergodiques. Donc, ce n'est pas très important les détails techniques de ça, mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que l'étude, on va se concentrer sur les systèmes dynamiques ergodiques pour essayer de les classifier. Et il va y avoir quelque chose de similaire pour les algèbres de Feynman plus tard. Et puis surtout, c'est aussi une illustration quand même du fait que voilà, dans certains cas, typiquement quand on regarde ça, on a souvent le point de vue fonctionnel, il est bien plus commode que le point de vue avec des points. Et notamment, cette algèbre-là, elle est très facile à définir comme ensemble de fonctions G invariantes, alors que essayer de construire ce Y-là comme un quotient, c'est un peu plus pénible. OK. Bon. Alors, je vais passer aux exemples maintenant pour essayer. Mon but, c'est d'abord d'essayer deux choses. D'abord, de montrer qu'il y a vraiment de belles choses à faire en théorie ergodique, en système dynamique, notamment dans le cas non singulier, qu'il y a des systèmes dynamiques très intéressants et naturels pour lesquels il n'y a pas de mesure invariante, mais dans lesquels on se situe dans ce cadre-là. Et ensuite, d'introduire des objets et des points de vue qui vont être utiles ensuite après quand on va passer aux algèbres de Feynman. Donc, je vais passer aux exemples. Donc, quelques exemples. Bon, certains qu'on va étudier plus en détail un peu plus tard. Des exemples naturels de systèmes dynamiques non singuliers, c'est par exemple quand vous avez G qui agit par difféomorphisme sur une variété lisse. Donc dans ce cas-là, quand vous avez une variété lisse, vous n'avez pas de mesure canonique sur la variété, mais par contre vous avez une classe de mesure canonique qui est justement la classe de Lebesgue. Donc sur une carte, c'est juste la mesure de Lebesgue. D'accord ? Elle est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc vous avez naturellement une classe d'équivalence de mesure qui va être préservée par les difféomorphismes, mais vous n'aurez pas a priori de mesure invariante. D'accord ? Donc il y a plein d'exemples où on a des groupes qui agissent comme ça et qui n'ont pas de mesure invariante et qui arrivent assez naturellement. Donc ça, on va s'attarder un petit peu sur cet exemple plus tard. Un autre cas qui
parfois tombe dans ce cas-là, mais pas toujours, c'est quand vous avez un groupe, donc si on va dire, je vais l'appeler, si G est un groupe localement compact, et H est un sous-groupe fermé, on peut regarder, ça c'est ce qu'on appelle des espaces homogènes. Tout sous-groupe gamma dans G admet une action non singulière sur G mod H. Donc ici, c'est l'espace quotient, qui n'est pas un groupe en général, puisqu'on ne suppose pas que H est normal, mais en tout cas, c'est un espace quotient. Et en fait, gamma va agir par translation à gauche, sur G mod H. Et cette action-là, elle va être non singulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir naturellement une classe de mesure invariante, ici, qui va être donnée par la classe la mesure de R sur G. Donc sur G, on a une mesure de R, qui est invariante à gauche. Alors, ça va pas me donner une mesure invariante à gauche sur G mod H. Donc, mais par contre, on va avoir une classe de mesure, parce que ce qu'on peut faire, par exemple, c'est soit mu une probabilité sur G telle que mu est équivalente à la mesure de R, alors la classe de je vais l'appeler P star mu est invariante sous G, où P est l'application quotient. Pardon? Oui. Pour avoir une mesure de probabilité sur G, donc ici, je suppose que G est sigma compact. C'est le genre d'hypothèse que je vais souvent omettre. Hypothèse de dénombrabilité, Donc, bien sûr, il y a des cas où il va y avoir vraiment une mesure qui va être G invariante ici. Donc, c'est le cas où, par exemple, quand H est de covolume fini, c'est-à-dire qu'il y a une mesure de proba invariante ici. Mais il y a plein de cas où il ne va pas y avoir de mesure invariante, ni finie, ni même sigma fini, d'accord, sur G mod H. Et donc, on obtient des systèmes dynamiques où, là, voilà, on est obligé de travailler sans mesure invariante. Donc ça, c'est un deuxième exemple naturel aussi, qui survient très naturellement. Il y a plein d'exemples intéressants, systèmes dynamiques comme ça. Notamment quand on prend gamma, un sous-groupe dénombrable dense de G, ou des réseaux dans G, etc. Enfin, voilà. Alors, un troisième exemple,
qui va être en fait une version jouée du quatrième exemple. C'est un exemple qui vient de la géométrie des groupes, et notamment des groupes qui agissent sur des arbres. Donc je prends soit T, un arbre que je vais supposer localement fini, et j'ai un sous-groupe du groupe des automorphismes de l'arbre. Donc à partir de cette donnée géométrique, on peut construire en fait un système dynamique non singulier naturel et qui va avoir des propriétés assez intéressantes et subtiles. Donc comment on construit? Eh bien pour ça, donc, je vais introduire un espace compact. Donc soit oméga l'ensemble de toutes les orientations possibles de l'arbre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que pour chaque arête, je choisis une orientation de l'arête. D'accord? J'ai mon arbre. J'ai pris un arbre ici 3 réguliers, mais ça pourrait être autre chose. Et puis pour chaque arête, on va choisir une orientation. Comment est-ce qu'on l'oriente? D'accord? Et donc ça va être un espace qui me met une topologie naturelle, ça va être un espace compact, où pour la topologie, on va considérer que deux orientations sont proches si elles coïncident sur un ensemble fini suffisamment large. D'accord? Ou si vous voulez, une suite d'orientations de l'arbre converge vers une orientation donnée si, à partir d'un certain rang, elles coïncident sur chaque arête que vous me donnez. D'accord? Donc ça, c'est naturellement un espace compact. Et dessus, on va mettre des mesures de probabilité qui ne vont pas être invariantes par les automorphismes de l'arbre, mais qui vont être quasi invariantes. Donc on va définir, en fait, on va choisir des orientations aléatoires de l'arbre. Donc pour ça, on va se donner un paramètre P, soit P appartenant à 0,1. Donc, on définit et un sommet, pardon, soit P appartenant à 0,1 et V un sommet de l'arbre. Il faut que je me fixe un sommet. D'accord? La mesure que je vais définir va dépendre du choix de ce sommet. Et on définit une mesure, donc on va définir une orientation aléatoire. De T, en orientant chaque arête vers V avec probabilité P, avec probabilité P, pardon. Donc en gros, je me fixe mon sommet ici, V par exemple. Et puis pour chaque arête que vous me donnez, je vais choisir de manière indépendante, en tirant
pile ou face, enfin entre P et 1 moins P. Avec probabilité P, je vais l'orienter vers V, dans ce sens-là, et avec 1 moins P dans l'autre sens. Et donc ça a un sens pour n'importe quelle arête. Si vous me donnez n'importe quelle arête de l'arbre, vous voyez que ça a un sens de dire qu'elle est orientée vers V ou dans l'autre sens. D'accord ? Donc l'orientation, on oriente toutes les arêtes vers V, c'est celle-là. D'accord, etc. Donc ça me définit une orientation aléatoire de mon arbre, d'accord, avec un certain paramètre P. Et alors, bien sûr, là, l'orientation, à moins que P soit égal à 1,5, où là, c'est vraiment, pour chaque arête, je tire à pile ou face et je choisis une orientation au hasard, et bien cette mesure de probabilité, elle va dépendre du sommet V que j'ai choisi. D'accord ? Donc, ça me donne une mesure, une probabilité, mu V qui dépend de V et de P sur oméga. Donc on a une mesure de probabilité comme ça. Donc si maintenant alpha est un automorphisme de T, alors alpha agit naturellement sur T, sur oméga, pardon. D'accord ? Si vous avez un automorphisme de l'arbre, eh ben, c'est un sens de le faire agir sur une orientation en translatant avec cet automorphisme, en shiftant. Et on a... Qu'est-ce qui se passe avec cette mesure ? Cette mesure, en général, elle ne va pas être invariante, mais par contre, elle va être poussée sur mu alpha de V, P. Cette mesure-là qu'on a définie ici, cette mesure de proba, en fait, elle est définie de manière naturelle à partir de la structure de l'arbre. Tout ce qu'on a choisi, c'est ce sommet V. C'est le seul choix un peu arbitraire qu'on a fait. Et bien, si vous appliquez un automorphisme, vous allez envoyer V sur un sommet alpha V, et bien cette mesure de proba-là, vous allez envoyer sur la mesure de proba correspondante, ici, où on oriente de manière avec probabilité P vers alpha V, et sinon avec probabilité 1 moins P. Bon, du coup, on sait comment alpha se comporte avec ces mesures. Et là, ce qui est justement intéressant et nous donne une dynamique non singulière, c'est que donc, or, si V et W sont deux sommets de mon arbre, on a que ces deux mesures de proba là sont équivalentes. Pourquoi est-ce qu'elles sont équivalentes ? Donc là, je vais refaire un dessin ici. Donc ici, j'ai mon premier sommet V. Ici, mon deuxième sommet W. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la différence entre ces deux mesures de proba ? Celle associée à V, celle associée à W. En fait, pour tout, en dehors de ce chemin-là, que je vais colorier en jaune, orienter une arête vers V ou vers W, ça revient au même. Si je suis ici, l'orienter vers V ou vers W, c'est pareil. Ici aussi, c'est pareil. Le seul chemin qui mène de cette arête-là jusqu'à V, il passe par W. Donc mes deux orientations, en dehors de ce chemin-là, ça va toujours être, elles vont toujours donner les mêmes probabilités, d'accord ? Ça va être toujours orienté dans ce sens-là avec probabilité P, dans ce sens-là avec probabilité P, etc. Par contre, sur ce chemin-là, ça va être différent, parce que là, elle va être opposée. Donc si je me donne une arête ici qui est sur chemin jaune,
Ben là, la mesure μV, elle va l'orienter comme ça avec probabilité P, et celle-là, elle va l'orienter dans l'autre sens avec probabilité P. Donc elles ne vont pas du tout coïncider. Donc en fait, ces deux mesures, essentiellement, elles sont les mêmes, sauf sur cet ensemble fini d'arêtes. Et donc, en fait, ça nous permet vraiment de montrer qu'elles sont équivalentes et même de calculer la dérivée de radon-nicotine. On va voir que d mu W P sur d mu V P, et ben, ça va être quoi pour une orientation donnée de mon arbre? Disons O. Ben, ça va être P sur 1 moins P puissance le nombre d'arêtes tel que O oriente E vers V, moins, voilà, ce nombre-là, moins, donc ici, moins le nombre d'arêtes tel que O oriente E vers W. Donc deux mesures de proba sur un ensemble fini, elles sont toujours équivalentes. Et en gros, ça dépend que de cet ensemble fini-là. C'est ça qui se passe. Voilà, je vous ai écrit la formule exacte, mais l'idée c'est quand même ça. C'est que la différence, en fait, ça va être deux mesures de proba sur un ensemble fini. D'accord? Peu importe la formule. Ce qui est intéressant, juste, c'est de noter que la dérivée de radon-nicodime, ça va être toujours une puissance de P sur 1 moins P. D'accord? Ça, je m'en servirai plus tard. Donc on obtient un système dynamique comme ça, non singulier. Alors vous voyez que si le cas intéressant ici, c'est quand le groupe G ne fixe pas un sommet de l'arbre. Quand on fixe un sommet de l'arbre, eh ben, la mesure de proba associée à ce sommet de l'arbre, elle va toujours être invariante. Par contre, dès que le groupe admet pas de point fixe dans l'arbre, eh ben, en fait, on va avoir un système dynamique non singulier qui ne va pas avoir de mesure de proba invariante. Et ça va être le cas intéressant à étudier. En fait, ce qui se passe quand on a un groupe comme ça, c'est que les propriétés de ce système dynamique, en fait, sont très subtiles et vont dépendre énormément du paramètre P. Et en fait, il va y avoir un phénomène de transition de phase. Et c'est assez difficile de déterminer exactement comment va avoir lieu cette transition de phase, pour quel paramètre de P ça va être ergodique, quel est le paramètre critique qui va séparer la phase ergodique de la phase non ergodique. D'accord ? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand P est proche de 1,5, ça va plutôt être une phase très chaotique, où il va y avoir vraiment une dynamique ergodique qui mélange bien dans certains sens. Et puis quand P dépasse certaines valeurs critiques, autour de 1,5, et ben là, on va avoir un système dynamique qui est pas du tout chaotique, où même l'action va avoir un domaine fondamental et les orbites vont être bien séparées. Et donc, il y a vraiment une transition de phase nette. Et donc, ça, je ne vais pas le détailler dans cet exemple-là, parce que je vais plutôt parler d'un exemple en quelque sorte un peu plus général. Ça, c'est un peu une version simplifiée, discrétisée un peu pour des groupes qui agissent sur des arbres. Mais le quatrième exemple, maintenant que je vais énoncer, sur lequel on va s'attarder un peu plus tard, ça va être en quelque sorte une généralisation de ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à cet exemple-là ? Non, on n'a pas du tout ça, parce qu'en fait, si vous avez un graphe, eh ben, vous n'avez plus un seul chemin. Quand vous avez un graphe comme ça, vous donnez un sommet. Ce qu'on utilise dans un arbre, c'est que quand vous avez deux sommets, il y a un seul chemin qui relie les deux. Mais sur un graphe, ce n'est plus le cas. Et donc, je ne sais pas, cette arête-là, vous savez, ça n'a plus de sens de l'orienter vers V. Vous la mettrez comme ça ou comme ça. Ça n'a plus de sens. D'accord ?
Donc c'est vraiment important ici que ce soit un arbre. Oui. Jusqu'à quel point on peut généraliser plusieurs soumis? On peut généraliser? C'est-à-dire, généraliser la mesure, c'est ça, construire d'autres mesures à partir de plusieurs sommets. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé à ces questions. Je sais, on peut certainement faire des choses. Après, est-ce qu'on obtient une dynamique intéressante ou pas? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Alors, le dernier exemple. Alors là, le point de départ, ça va toujours être lié à la géométrie des groupes, mais là, ça ne va plus être un groupe qui agit sur un arbre. Ça va être plutôt soit G, un groupe qui agit par isométrie affine sur un espace de Hilbert. Alors, cet exemple-là, il va être un peu plus abstrait, quand l'espace de Hilbert est justement une dimension infinie, parce que justement, ça va agir sur un espace pour lequel on ne peut pas vraiment définir les points. D'accord ? Par contre, c'est le point de vue fonctionnel qui va vraiment bien marcher. On sait ce que c'est une fonction sur cet espace, un ensemble de mesures nul près, mais l'espace lui-même n'est pas très bien défini. Et donc, ça va être des actions un peu plus abstraites que celles qu'on a vues avant, où c'était une variété, un groupe ou un espace oméga. D'accord ? Mais par contre, du point de vue fonctionnel que j'ai défini, que j'ai considéré avant, il n'y a aucun problème. Tout marche très bien. Donc, qu'est-ce que c'est le système dynamique qu'on va associer à ça? En fait, c'est une version en dimension infinie, et c'est en dimension infinie que ça va être intéressante, de quelque chose qu'on connaît très bien en dimension infinie. L'espace qu'on va prendre, ça va être en dimension finie. Soit mu, une probabilité gaussienne la probabilité gaussienne centrée standard sur H. Alors, G agit sur H mu en préservant la classe de mu. Bon, sauf que dit comme ça, c'est un peu idiot, parce que dans le cas des dimensions finies, là oui, c'est non singulier, parce que mu, elle est dans la classe de la mesure de Lebesgue. Il y a la mesure de Lebesgue, mu est définie par une densité par rapport à cette mesure de Lebesgue, et puis G, comme il agit par isométrie affine, en fait, il préserve la mesure de Lebesgue. Donc en fait, c'est un système dynamique, c'est juste G qui agit sur un espace euclidien, et il y a une mesure invariante, sigma fini, qui est la mesure de Lebesgue. Alors, donc dans le cas de dimension finie, c'est pas très intéressant, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un analogue parfait de ce système dynamique-là, même en dimension infinie. C'est ça qui est surprenant. Donc si H est de dimension infinie, il n'y a plus de mesure de Lebesgue, il n'y a plus de mesure invariante par translation, il n'y a plus de mesure canonique naturelle sur un espace de Hilbert. D'accord ? Je
pas si tout le monde connaît ça, mais c'est un joli exercice de montrer qu'il n'y a pas de mesure invariante par translation ou invariante par isométrie sur un espace de Hilbert. Il n'y a plus de mesure de Lebesgue, de mesure de R sur H. Et donc, en particulier, on ne peut pas définir une mesure gaussienne en prenant juste la formule pour la densité et puis et la définir comme une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, puisqu'elle n'existe plus. Donc, a priori, ce système-là, il n'existe plus tel quel, mais il se trouve que, mais c'est ça qui est remarquable, c'est qu'on peut construire un espace de probabilité qu'on appelle un espace de probabilité gaussien, qui ne va plus être défini sur H lui-même, ça va être un espace plus abstrait. Mais qui va se comporter exactement comme celui-là en dimension finie, qui va avoir des propriétés analogues. D'accord ? Analogue à H mu en dimension finie. Tel que mu, tel que donc le groupe des isométries tel que le groupe des isométries affines de H agit sur en préservant la classe de mu. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est comme en dimension finie, vous voyez que les isométries orthogonales linéaires de l'espace euclidien, elles vont préserver la mesure gaussienne. D'accord ? Les applications orthogonales vont préserver la mesure gaussienne. Donc, elles vont agir sur cet espace de probabilité en préservant la mesure. Ben là, on va voir la même chose. Le groupe des isométries orthogonales de H va agir sur cet espace de probabilité en préservant la mesure mu. Par contre, pour ce qui est des translations, donc des isométries affines non linéaires, des translations en particulier, vous voyez que là, elles ne préservent pas la mesure mu, puisqu'elles vont envoyer une mesure gaussienne sur une mesure gaussienne, mais centrée sur un autre point. Donc, elles vont changer la mesure, mais d'une manière qu'on connaît très bien, pour laquelle on peut décrire. En fait, on peut décrire complètement la dérivée de Radon-Nicodim, et en fait, on va voir exactement la même chose en dimension infinie. Les translations vont agir sur cet espace-là, mais en quelque sorte, elles vont envoyer la mesure mu centrée en l'origine sur une mesure gaussienne centrée sur un autre point de l'espace de Hilbert, et on va avoir vraiment une formule pour la dérivée de Radon-Nicodim. Et donc ça, c'est... Donc à chaque fois que vous avez un groupe qui agit par isométrie affine sur un espace de Hilbert, ben vous avez un système dynamique non singulier, et ça va être particulièrement intéressant du point de vue... de ce qui m'intéresse dans ce cours-là, c'est quand il n'y a pas de point fixe, quand il n'y a pas de mesure de probabilité invariante. D'accord ? Et en fait, c'est très lié en fait, à ce modèle-là que j'ai expliqué, parce que ceux qui connaissent un peu la géométrie des groupes savent qu'à partir d'un groupe qui agit sur un arbre, on peut construire une action par isométrie affine de ce groupe sur un espace de Hilbert, de façon naturelle. Et en quelque sorte, ce modèle-là que j'ai expliqué pour les arbres, c'est une version... un peu discrétisé ou simplifié de ça. Donc il se comporte de manière assez similaire, et notamment ici, il va y avoir pareil un phénomène de transition de phase. Alors là, le paramètre, c'était P. Ici, ça va être quoi le paramètre ? Ça va être, en un sens, changer la variance de mu. D'accord ?
plus vous allez agrandir la variance de mu, plus vous allez avoir un système qui est chaotique. Et donc vous avez une phase qui va être ergodique et puis une phase qui ne va pas être ergodique. D'accord ? Donc ça c'est pareil. Donc les propriétés de système dynamique là sont assez subtiles et sont difficiles à étudier. Et donc j'essaierai de consacrer une partie du cours à essayer de vous parler un peu de ça. Mais pas aujourd'hui. Alors, combien de temps il me reste ? Ok. Alors, je vais peut-être faire un dernier exemple que j'aime bien, où il y a des dynamiques singulières qui apparaissent de manière naturelle. Alors ça, je vais pas vraiment en parler plus tard, mais juste pour mentionner que ça existe. Donc ça va venir des représentations de groupes sur des espaces LP. Donc soit pi une représentation de G sur le groupe des isométries linéaires d'un espace LP, disons LP de R par exemple. Vous avez un théorème. Donc ici, P, je supposais qu'il est plus grand que 1 et que P est différent de 2. Le cas P égale à 2 est spécial, puisque là, on a une représentation sur un espace de Hilbert. Mais quand P est différent de 2, alors le théorème de Banach-Lamperti en fait, le théorème de Banach-Lamperti vous dit ce que c'est que les isométries linéaires d'un espace LP. En fait, ça provient forcément d'une transformation non singulière de l'espace. Pi est de la forme. Donc il y a une version pour une isométrie prise toute seule. Là, je lance avec une représentation de G. Mais pi de G appliqué à une fonction f ça va être forcément de la forme alpha G de f et ici UG, ça va être ce qu'on appelle un cocycle. Je vais plutôt l'appeler laissons tomber comme ça, UG, où alpha, en fait, ça va être une action non singulière de G. Ici sur R, mais on peut prendre n'importe quel espace. Donc c'est vraiment une action non singulière. Et UG, et U, donc c'est une fonction de G à valeur dans les fonctions de R dans le tor, dans le complexe de module 1. Tel que on a la relation UGH égale à UG alpha G UH. Donc ça, c'est la version représentation, mais en gros, ce que nous dit le théorème de Banach-Lamperti, c'est une isométrie de LP, c'est une transformation non singulière, plus multipliée par une fonction de module 1. Ici, à valeur dans les complexes, si je prends un espace de Banach complexe, sinon ça va être à valeur dans moins 1, 1. D'accord ? Et donc, quelque part, ça vous dit qu'en fait, étudier... Il y a un lien entre étudier des actions par isométrie d'un groupe sur un espace LP avec la dynamique non singulière. Et ça, c'est
C'est un point de vue qu'on a utilisé récemment avec un collègue, Michael de la Salle, pour résoudre une question sur l'étude des actions par isométrie affine de groupes sur des espaces LP. D'accord ? Donc je trouve que c'est un exemple où là, la dynamique singulière apparaît comme un outil, mais qui permet à la fin d'obtenir un résultat qui ne se formule pas en termes de dynamique non singulière. Donc ce qu'on a démontré en fait précisément, c'est que si un groupe G admet une action sans point fixe par isométrie affine sur un espace LP, alors il en admet une sur tous les espaces LQ pour Q plus grand que P. Et en fait, pour construire ces actions-là, on utilisait des méthodes de théorie de dynamique non singulière. Donc je n'entre pas ces détails-là, mais voilà. C'est un autre exemple où la dynamique non singulière apparaît. Alors, j'espère que ça vous a convaincu qu'il y a des choses intéressantes à étudier en dynamique non singulière. Donc, il y a des questions qu'on se pose en fait sur des systèmes dynamiques non singuliers qui sont les mêmes que pour des systèmes dynamiques qui préservent une mesure. Quand est-ce que c'est ergodique? Est-ce qu'on peut classifier ces actions-là, mieux les comprendre, les relier les propriétés du groupe G, etc. Mais il y a déjà une question un peu plus fondamentale déjà quand on a un système dynamique a priori non singulier, c'est de se demander d'abord est-ce qu'il y a des mesures invariantes ou pas? Est-ce qu'il y a une mesure? Oui. Sur le cas Oui. Gaussien, en fait, Oui. est-ce que les translations préservent la classe de la mesure gaussienne Oui, les translations préservent la classe de la mesure gaussienne. En fait, elles vont envoyer mu sur quelque sorte une autre mesure gaussienne mais centrée sur un autre point, mais ces deux mesures vont être équivalentes. Toutes les isométries affines, oui. Donc je reviendrai sur cet exemple plus tard, et j'énoncerai des trucs plus précis, des choses plus précises. Où j'en étais Oui, je disais donc oui, donc la question de départ, c'est est-ce qu'il y a des mesures invariantes ou pas? Alors, est-ce qu'il y a une mesure de fini invariante? Et puis, plus compliqué, souvent beaucoup plus compliqué, est-ce qu'il y a des mesures sigma fini invariantes? Parce que ça va être aussi un cas particulier intéressant. Et puis, essayer de comprendre un peu comment G agit sur les mesures. Et en fait, ça, il y a des outils spécifiques donc, pour étudier cette question-là. Et ce que je vais faire, en fait, c'est introduire un objet qui va être un peu le fil conducteur, qui va intervenir vraiment de manière importante dans l'étude de ces actions-là, et qui va ensuite avoir un analogue en fait en algèbre de von Neumann. Et ça va nous amener à la théorie de Tomita Takesaki pour les algèbres de von Neumann de type 3. Donc cet objet, en fait, je vais l'introduire dans le cas très particulier des variétés lisses, parce que c'est dans ce cas-là où on peut vraiment le construire et le décrire de manière la plus naturelle et de façon complètement canonique. Alors, donc je vais effacer tout ça. Donc c'est un objet qui va nous permettre en fait d'étudier l'action d'un groupe G sur les mesures, sur l'espace des mesures, et de comprendre quand est-ce qu'il y a des mesures invariantes ou pas, etc. Alors, cet espace, je vais l'appeler fibré modulaire, mais ce n'est pas un nom, c'est un nom un peu ad hoc que j'ai choisi pour évoquer justement après plus tard la théorie modulaire en algèbre de von Neumann. Mais en fait, c'est un objet relativement simple à introduire pour une variété.
et qui peut sembler... donc, soit X, une variété lisse, alors, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Que je vais appeler mode X. Ça va être en fait un fibré au-dessus de X qui va mesurer, en fait, ce qui est dans les éléments vont être des éléments de volume sur la variété X. Donc, je vais expliquer tout ça. Donc, variété lisse de dimension n. Orientée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous savez que donc, si V est un espace vectoriel de dimension n, alors le nème puissance antisymétrique de V, donc ça c'est un espace qu'on construit à partir de V, qui vont être tous les tenseurs antisymétriques de degré n, et cet espace il est de dimension 1. Et en fait, choisir une forme linéaire sur cet espace, c'est comme choisir une forme multilinéaire alternée sur V, c'est-à-dire choisir une forme volume sur V. Donc ça, c'est l'espace des éléments de volume, si vous voulez. D'accord? Quand vous avez un cube, par exemple, donc une base de votre espace, E1, E2, E3 en dimension 3, un élément de volume, c'est E1, E2, E3. C'est un exemple d'un élément de volume. Et en fait, mesurer le volume, c'est se donner une forme linéaire sur cet espace qui va nous dire quel est le volume du cube, par exemple. Parce que ça va engendrer cet espace de dimension 1. Donc, bon, ça c'est une construction pour l'espace vectoriel, mais là, on l'applique à une variété. Donc, pour chaque point de l'espace tangent à la variété, eh ben, on a l'espace de dimension 1 des éléments de volume au-dessus de ce point-là. Et comme j'ai orienté l'espace, c'est orienter cet espace-là. Donc, ça a un sens de dire ce que c'est qu'un élément de volume qui est positif. D'accord? Bon. Mais en gros, c'est juste l'espace X, et puis au-dessus de chaque X, j'ai une fibre qui sont les éléments de volume positifs, positivement orientés. Et cet espace-là, cet objet-là, en fait, il a un peu de structure. Et il va être intéressant parce que vous voyez que quand vous avez un difféomorphisme de l'espace X, la variété X, et ben en fait, elle va agir naturellement et de manière un peu non triviale sur cet espace-là, en dilatant plus ou moins les éléments de volume. D'accord? Donc c'est ça qui va nous permettre d'étudier la façon dont le groupe agit sur les mesures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace-là? Eh bien, la première chose à observer, c'est que d'abord, on a une action que je vais appeler θ des réels positifs sur cet espace-là qui agit sur les fibres, d'accord? Θ lambda de oméga, c'est juste lambda de oméga. Donc on a une action naturelle des nombres réels positifs sur ces éléments de volume.
Donc c'est un objet muni d'une action de R étoile plus, des nombres positifs. Et ce qui est intéressant avec cet espace-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir voir maintenant les mesures sur X comme des fonctions sur cet espace-là. Donc vous voyez que si, disons, état est une forme volume sur X, donc un élément de c'est quoi une forme volume? C'est sur chaque point de l'espace tangent une forme volume. Donc c'est-à-dire un élément du dual de ça. Donc en fait, là. Donc une fonction donne une fonction que je vais aussi noter état qui va me donner pour chaque élément de volume qui va me le mesurer. Et donc état, je peux le voir aussi comme une fonction sur cet espace-là. Et qui a la propriété que d'accord? Autrement dit, j'écris tout simplement ça. Alors, de pouvoir voir comme ça les formes volumes et plus généralement les mesures, comme je l'ai expliqué, comme des fonctions sur cet espace, c'est intéressant parce que ça va me permettre de définir ce que c'est que même le racine carrée d'une mesure et ce qu'on appelle des densités de degrés variables. Donc, je me fixe un nombre complexe. Donc, je vais expliquer, c'est intéressant en fait d'utiliser des degrés qui peuvent être complexes. Donc, une densité sur x de degré z est une fonction f sur ce fibré modulaire à valeur dans C tel que f de lambda oméga, c'est lambda puissance z f de oméga. D'accord? Donc vous voyez qu'une forme volume sur la variété, je peux voir ça comme une densité de degré 1. Si je mets un poids 1. D'accord? Mais là, si je prends un nombre complexe z de quelconque, je peux définir des densités de degré n'importe quel nombre complexe. Et je peux prendre aussi, intéressant, c'est de prendre aussi des nombres réels compris entre 0 et 1. Prendre un demi, par exemple. Vous voyez, par exemple, si je prends une forme volume et je prends sa racine carrée, j'obtiens une densité qui va être de degré 1 demi. Donc en fait, sur cet espace-là, je peux définir ça, ces objets qu'on appelle des densités. Et donc, plus précisément, parce que là, j'ai pas dit ce que c'était comme fonction, est-ce que c'était fonction lisse ou pas, je vais autoriser en fait des fonctions plus généralement. Je vais noter ça lambda z de x. Ça va être toutes les fonctions dans... je vais autoriser toutes les fonctions mesurables. Mais j'identifie les fonctions qui coïncident presque partout, d'accord? Je néglige les ensembles de mesures nulles.
donc je prends dans l'espace L0 des fonctions pas nécessairement bornées, mesurables, non forcément bornées, telles que f, donc θ lambda, c'est lambda puissance z f. Donc ici, pour tout lambda. Hein. Pour tout lambda strictement positif. X, c'est toujours une variété lisse ici. Ouais. Oui, réelle, oui. Oui. Alors, vous voyez assez facilement en fait que lambda 1 de x, si je prends en tout cas les fonctions positives, disons, je notais ça plus, si je prends des fonctions qui sont positives, bah ça va s'identifier à l'ensemble des mesures sigma fini sur x qui sont absolument continues par rapport à Lebesgue. Alors pourquoi ? Donc soit état une forme volume sur x, donc non dégénérée, donc partout positive, non dégénérée. Soit mu sigma fini absolument continu par rapport à Lebesgue, c'est-à-dire par rapport à état, alors mu va s'écrire sous la forme h fois état. Quand je vois état et mu comme des mesures, j'applique le théorème de Radon-Nicodim. Donc ici, ce que je n'ai pas précisé, c'est que si z est égal à 0, les densités de degré 0, c'est les fonctions qui sont invariantes par θ, qui sont invariantes le long des fibres. Et en fait, ça s'identifie aux fonctions sur x. Donc ici, arc, lambda 0x, c'est simplement L0 de x. C'est juste les fonctions mesurables sur x. Bah, du coup, maintenant, si vous voyez qu'on a ça, et puis plus généralement, vous avez que ça fois lambda t, bah ça c'est contenu dans lambda z plus t. Donc ici, je peux voir mu comme état qui, comme on l'a dit, est une densité de degré 1 multipliée par une densité de degré 0, donc mu va être une densité de degré 1. Et c'est comme ça que je vais obtenir la correspondance. D'accord ? C'est comme ça que je réalise mu, que je la vois comme une fonction. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai maintenant, je peux réaliser n'importe quelle mesure sur ma variété comme une densité de degré 1. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est les densités de degré 1,5 ? Les densités de degré 1 sur de degré S. Ben ça va donner en fait les espaces LP d'une façon qui est canonique. D'accord ? Donc maintenant, si je me prends soit P appartenant à 1 plus l'infini, disons, et ben je peux définir LP de x. En fait, ça va être un espace LP canonique associé à x, qui va être
qui va être les f, donc appartenant à la densité de degré 1 sur P. Donc c'est des densités de degré 1 sur P, telles que lorsque je prends la puissance Pm de f, quand je fais ça, j'obtiens une densité de degré 1, c'est-à-dire une mesure. Donc je peux l'intégrer et demander à ce que cette mesure soit intégrable, qu'elle soit finie, quoi. Et bien ça va être un espace de Banach. Muni de la norme, vous prenez ça et puis vous mettez à la puissance 1 sur P. D'accord? Est-ce que ça sera un Hilbert si P égale à 2? Oui, ça sera un Hilbert si P égale à 2. Mais en fait, ce que j'allais dire juste... Donc la norme, c'est ça. Bien sûr, ça va être un Hilbert si P égale à 2, parce que si vous avez deux densités de degré 1,5, vous les multipliez, vous obtenez une densité de degré 1. Donc vous pouvez l'intégrer. Et c'est ça qui va vous donner le produit scalaire. D'accord? Bien sûr, en fait, ces espaces LP, si vous choisissez une mesure sur X, vous pouvez les identifier naturellement à l'espace LP habituel par rapport à cette mesure. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir déconstruire des espaces LP canoniques pour lesquels on n'a pas besoin de faire de choix de mesures arbitraires. D'accord? Et donc pouvoir les associer de manière naturelle. Alors, c'est un peu un exercice un peu formel, en fait, de le faire comme ça. Mais en réalité, en fait, on va voir que le fait d'avoir comme ça un objet canonique, c'est à la fois intéressant quand on introduit de la dynamique, mais en plus, ça va être vraiment essentiel d'avoir ce point de vue-là quand on passera aux algèbres de von Neumann. D'accord? Parce que un des buts du cours, probablement le troisième cours, c'est d'expliquer que en fait, il y a un analogue parfait de ce fibré modulaire pour les algèbres de von Neumann. Et que ça a été une des découvertes les plus importantes qui a été faite dans les années 70 dans la théorie des algèbres de von Neumann. Et ça a été des travaux très profonds. Donc, on arrivera à ça. Pour l'instant, c'est un peu... On introduit des objets un peu habituels ou un peu triviaux, mais d'une manière canonique, fonctorielle, d'accord? Donc, j'ai écrit ça, la remarque sur L1,5, donc L2, pardon, et un espace de Hilbert. Donc le produit scalaire de deux densités de degré 1,5, c'est... alors il faut mettre G bar si G est une densité, si vous regardez de densité à valeur complexe. D'accord? Donc on a naturellement un produit scalaire. Alors, donc ça, ces espaces LP canoniques, c'est souvent utilisé par les géomètres qui étudient sur les variétés parce que c'est vraiment, ça simplifie beaucoup de choses d'avoir un point de vue, de ce point de vue-là en termes de densité, plutôt que de travailler en choisissant une mesure arbitraire qui correspond à rien dans le problème qu'on étudie. D'accord? Notamment ici, ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai dit, quand vous avez un difféomorphisme de la variété, elle agit naturellement sur le fibré modulaire, d'une façon qui commute avec cette action-là. D'accord? Puisque un difféomorphisme, il agit de manière linéaire sur l'espace tangent, et donc il commute avec les homothéties, et donc il va préserver ces espaces-là. Et donc il va agir naturellement par isométrie sur ces espaces LP, et aussi sur l'espace de Hilbert par un unitaire, une transformation unitaire. Alors, il y a un aspect un peu moins, on ne voit pas forcément au premier abord, une propriété de cet espace-là, du fibré modulaire, qui peut être un peu surprenante et qui est très utile en fait, qui est très utile, c'est qu'en fait, ce fibré modulaire, il admet une mesure canonique.
qui Donc sur X, on avait une variété, mais sur laquelle on n'a pas fixé de forme volume. Mais par contre, sur le fibré modulaire, on va avoir une forme volume canonique. Et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu de géométrie symplectique, la construction ressemble un peu. Quand vous avez une variété X, vous pouvez lui associer le fibré cotangent. Et on sait que sur fibré cotangent, on a une deux formes canoniques introduites dessus, qui est presque tautologique, qui vient du fait que, en fait, ça c'est un fibré où au-dessus de chaque point, on a par définition une forme volume qui nous est donnée, et puis à partir de ça, on construit une forme canonique. Donc c'est un peu similaire, en fait. On a une construction similaire sur mode X. La forme de Liouville, c'est ça, exactement. Et ben, qui est définie comme la dérivée d'une informe canonique. Et ben là, ça va être pareil, en fait, il y aura la même chose. Donc, j'énonce comme ça sous forme de proposition. Nous essayons de donner une caractérisation qui va être vraiment utile pour plus tard, mais ensuite je vais donner la construction canonique. C'est, il existe une forme volume sur mode X canonique notée tau tel que caractérisée par la propriété suivante. La mesure pour toute forme volume positive F sur X. Peut-être l'appeler état plutôt, pour rester comme une notation tout à l'heure. Donc je fais le petit dessin. C'est une mesure en fait qui va être infinie, une forme volume qui va être infinie. Donc vous avez X, puis vous avez votre fibré modulaire au-dessus. Et puis quand vous choisissez une forme volume état, c'est un peu comme choisir une section en fait, de ce fibré, en regardant là où ça vaut 1. Et ben, comment est-ce qu'on calcule tau? Ben, on dit que la mesure de la partie jaune ici sur le dessin, eh ben, c'est exactement le volume total de état. D'accord? Donc ça, c'est la caractérisation, vraiment, là où on utilise... Enfin, quelque part, c'est juste en termes de mesure, parce que c'est la partie qui va se généraliser. La partie différentielle, la construction en termes de géométrie différentielle, évidemment, celle-là, elle ne va pas se généraliser dans d'autres contextes. On n'est pas sur des variétés. Mais donc, comment on la construit? Alors, c'est
C'est pas un exercice de gymnastique, mais je vais quand même le faire. Donc je vais le faire ici. Pardon. Donc, en fait, on va construire tau. Donc ici, x, il est de dimension n. Donc mod x, il est de dimension n plus 1. Donc ce qu'on veut construire, c'est une forme de degré n plus 1. Donc je vais définir tau comme la dérivée extérieure d'une autre forme que je vais appeler, je sais pas, bêta, où bêta est une n-forme canonique sur mod x. Donc bêta, c'est une n-forme canonique. Du coup, sa dérivée extérieure, ça va être une forme degré n plus 1. Et comment est-ce qu'on va construire bêta? Eh ben, on va utiliser justement la structure de ce fibré modulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est donc quand on a donc j'ai pi l'application qui va de x vers x et qui a donc ça va me donner pour oméga ça va me donner une application, je prends la différentielle, ça me donne une application de l'espace tangent vers l'espace tangent en pi de oméga. D'accord? J'utilise juste la projection. Et ben, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à partir d'une n-forme ici, et ben, je peux la tirer en arrière pour obtenir une n-forme sur cet espace tangent. C'est ça qui va me définir ma n-forme différentielle. Donc, soit oméga tel que par définition, oméga, c'est un élément de volume sur ma variété x. Bah, du coup, je peux définir une forme volume dessus en disant que ça doit être de volume 1. D'accord? Donc ça me donne une n-forme sur cet espace. Et maintenant, avec ça, puisque j'ai une application linéaire ici, eh ben, je peux la tirer en arrière. En la tirant en arrière, par dpi, on obtient bêta de oméga qui va être une n-forme sur l'espace tangent. Pardon. Bon, il y a plein de notations, mais en réalité, c'est vraiment... c'est un petit peu tautologique, en fait. Par définition, ce fibre modulaire nous dit comment mesurer le volume, puisqu'il nous donne des éléments de volume, en tout cas sur l'espace en bas. Donc ça nous dit comment définir une n-forme. Et donc, on peut... Donc on peut définir comme ça une n-forme sur mod x, et ensuite on prend la dérivée extérieure. Et alors, donc ça je vais le faire un peu rapidement. Maintenant je veux juste vérifier cette propriété-là. Donc ça va être juste le théorème de Stokes. Donc soit h lambda. Donc je me fixe maintenant une forme volume état.
je regarde ces sections-là, d'accord, donc là je prends des sections, donc c'est des sous-variétés des dimensions n, et donc l'intégrale de bêta sur ces sous-variétés de dimension n, en fait, si vous écrivez ce que ça veut dire, vous obtenez directement que ça va être, c'est exactement comme intégrer en fait eta, multiplié par ce paramètre lambda-1. D'accord? Donc ça, c'est un petit calcul à vérifier. Mais c'est vraiment, en fait, tautologique, à partir de ces définitions. Pi va vous identifier h lambda à x, de telle sorte qu'elle va vous identifier bêta à eta. Et maintenant, bah, du coup, quand on intègre maintenant tau sur un morceau comme ça, pour lambda qui est dans un petit intervalle comme ça, bah, le théorème de Stokes, puisque ça c'est la dérivée de bêta, vous dit que c'est exactement la différence sur le bord. Donc c'est la différence entre l'intégrale de eta sur ça et l'intégrale sur ça. Donc ça va donner h1 bêta moins h lambda bêta. Donc ça va faire 1 moins lambda moins 1 fois l'intégrale de eta. Bon. Je vais aller un peu vite parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Donc là, ensuite, on fait tendre lambda vers l'infini et puis on obtient le résultat. Bon, peu importe en fait les détails et la preuve, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe une mesure canonique sur ce fibre modulaire qui satisfait ça, qui satisfait cette propriété. Et ça, on va voir que ça va se généraliser aux algèbres de von Neumann. Alors, une propriété importante de cette mesure, c'est comment elle... Qu'est-ce qui se passe quand on applique cette action de R étoile plus sur les fibres en dilatant les volumes? Eh bien, en fait, on va simplement dilater la mesure tau. Et ça, vous pouvez le vérifier directement à partir de cette caractérisation-là. D'accord? Quand vous appliquez θ lambda à ça, bah, vous obtenez... quand j'applique θ lambda, il faut rajouter ici lambda oméga, donc c'est-à-dire ici lambda que je peux sortir. Mais lambda eta, ça c'est de nouveau un ensemble comme la propriété de tau nous dit que ça va être lambda fois le volume de eta. D'accord? Donc ça c'est une propriété automatique. Donc, cette mesure, elle a la particularité d'être canoniquement définie sur ce fibré modulaire et d'être dilatée par ce flux. Alors, bon, donc voilà, donc, on a maintenant cette construction d'un objet qu'on peut associer canoniquement à n'importe quelle variété. C'est un fibré muni d'une action de R étoile plus, des nombres réels positifs, qui dilatent une certaine mesure, et sur lesquels on peut réaliser toutes les espaces LP comme des espaces, comme des espaces de fonctions canoniques sur cet espace-là. Et ben cet objet-là, en fait, il va être extrêmement important dans l'étude des systèmes dynamiques non singuliers.
Donc, donc dans le cas d'une variété, je vais l'écrire ici, je peux effacer ça. J'ai un sous-groupe qui agit, un groupe qui agit par difféomorphisme sur X. Ben, si j'ai un groupe maintenant comme ça, et ben G va agir de manière canonique sur c'est-à-dire ici que pour tout G, donc G c'est un difféo, donc il envoie un élément de volume sur un autre élément de volume, mais de telle sorte que ça commute avec θ. Et que ça préserve la mesure tau, puisqu'elle est définie de manière complètement canonique. Donc si j'applique un difféomorphisme de Van espace, ça va préserver cette mesure-là. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que on est parti d'un système dynamique sur lequel il n'y a pas forcément de mesure invariante. En général, il ne va pas en avoir. Et on a construit à partir de ça un nouveau système dynamique, G qui agit sur cet espace-là menu de cette mesure tau, mais qui est maintenant une mesure invariante. Et en plus, on a cette structure en plus, on a que l'action commute avec une certaine action des nombres réels positifs. Mais en tout cas, voilà, on a un système qui, avec voilà, un groupe qui préserve une mesure invariante. Et donc ça, typiquement, il y a tout un tas de questions qui sont peut-être plus simples à étudier d'abord pour des systèmes qui préservent des mesures invariantes. Et bien ça vous permet, dans certains cas, de prouver quelque chose sur des systèmes dynamiques quelconques à partir de quelque chose qu'on connaît pour des systèmes dynamiques qui préservent une mesure invariante. Mais ce n'est pas encore l'aspect le plus intéressant. Ce qui est intéressant maintenant, c'est supposons que G sur X est ergodique. Est-ce que est aussi ergodique? En fait, non, pas du tout en général. Et ça, on le voit très facilement. Si G préserve une mesure mu sur X, alors n'est pas ergodique. Ça ne va pas du tout être ergodique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous prenez X, vous prenez votre mesure mu et vous pouvez prendre une tranche. Donc ici, c'est mu de oméga égale lambda. Et ici, par exemple, mu de oméga égale 1. Puisque la mesure mu est invariante, c'est cette tranche-là
qui est dont on sait calculer la mesure, ben en fait, elle va être invariante par le groupe G, puisqu'il préserve la mesure mu. Donc vous avez plein d'ensembles mesurables invariants de mesures non triviales. Donc quand vous avez une mesure invariante sur X, l'action ne peut pas être ergodique. Et ça, que la mesure mu soit finie ou sigma fini, en fait, hein, peu importe. Donc, ça, c'est un outil, en fait, un outil puissant pour montrer qu'un système n'admet pas de mesure invariante. Et en particulier, donc, en général, c'est assez facile de montrer qu'un système n'admet pas de mesure de probabilité invariante, parce qu'on a plein d'outils analytiques. Mais par contre, pour montrer qu'il n'y a pas de mesure sigma finie invariante, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Une façon de le montrer, c'est de montrer que ce système-là, il est ergodique. Si n'est pas ergodique, et est ergodique, pardon. Alors il n'y a pas de mesure invariante. Alors G n'admet pas de mesure invariante. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise concrètement dans les exemples que je vous ai mentionnés tout à l'heure, des actions gaussiennes, etc. C'est assez facile de montrer des fois qu'il n'y a pas de point fixe, par exemple dans l'arbre ou dans l'espace de Hilbert, qu'il n'y a pas de mesure de probabilité invariante. Par contre, montrer qu'il n'y a pas de mesure sigma finie invariante, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et une façon de le faire, c'est de montrer l'ergodicité. Alors en général, ce n'est pas le seul cas de figure. En fait, cette action-là, elle peut être... G, il peut agir de manière ergodique. Ça, c'est vraiment le cas extrême. Qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte? Ça veut dire que si vous avez votre espace X, vous avez un élément de volume ici, vous avez un autre au-dessus d'un autre point Y. Xi, disons. Eh ben, vous pourrez toujours envoyer un oméga sur un point proche, un point proche de Y et proche de Xi en même temps. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous me donnez 2 points, non seulement par ergodicité, ça on le sait, l'ergodicité sur X me dit que je peux envoyer X très proche de Y, d'accord, qu'on va visiter tout l'espace, mais en plus, je peux le faire en dilatant les mesures de n'importe quel facteur que je veux, à peu près, approximativement. D'accord ? Donc ça, c'est une propriété en fait, de mélange sur les mesures qui est très forte. Ça veut dire que vraiment, il n'y a vraiment rien d'invariant. Mais en fait, il peut y avoir des cas intermédiaires, il peut y avoir des cas où cette action, il n'y a pas forcément de mesure invariante, mais l'action n'est pas forcément ergodique non plus. Donc un exemple intéressant, c'est ces actions-là qu'on a vues sur les arbres tout à l'heure. Donc vous vous rappelez que, donc exemple, donc G qui agit sur un arbre T. Alors là, en fait, je devrais plutôt le retarder cet exemple-là, parce que là, pour l'instant, on est toujours dans le cadre des variétés. Mais là, je vais expliquer justement qu'on peut aller au-delà du cas des variétés. Et en fait, on va terminer sur ça. Donc oui. Bon, maintenant, cette construction, Je vais donner un exemple quand même de ça d'abord. Toujours dans le cas des variétés. Je donne un exemple. Un cas où on peut vraiment tout calculer. Donc vous prenez la sphère de dimension 1, donc soit n plus grand que 2,
Et on va prendre comme groupe G, disons SLQ SLN de Q. Et on va le faire agir sur la sphère de dimension n-1. Comment? Si j'ai une matrice A dans SLN de Q, eh ben, elle va agir en envoyant un vecteur V de la sphère. Cette action, ça va être, j'applique la matrice au vecteur V, et puis je divise par la norme. Donc ça, c'est le groupe des matrices de déterminant 1 qui agit sur cette sphère. En fait, comme sur ça, on peut l'étendre même à coefficients pas forcément rationnels. J'ai pris des coefficients rationnels pour avoir un groupe dénombrable. Mais comme ça, c'est dense dans SLN de R, en fait, cette action, SLN de R, il agit transitivement sur la sphère, avec cette action-là. Et donc, quand je restreins un sous-groupe dense, cette action, va être ergodique. Est ergodique. Car G est dense dans SLNR. G est dense dans SLNR, et du coup, maintenant, on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est que quelle est maintenant cette action sur le fibré modulaire. Donc ça, on appelle ça, cette action naturelle, on appelle ça l'extension de Maharam. Dans le contexte général de la théorie ergodique, on appelle ça l'extension de Maharam. Donc, on étend une action à un espace un peu plus gros. Et bien ici, on peut le décrire en fait explicitement. Quel est cet espace-là? Mode Sn-1, en fait, ça va identifier naturellement à Rn, et à Rn privé de 0, et la projection Rn privé de 0 sur Sn-1, c'est la projection naturelle qui a V associe V sur sa norme. Donc là, le fibré, on a une façon naturelle de l'écrire. Et ici, la mesure tau, elle va être donnée par la mesure de Lebesgue. Et la mesure de Lebesgue de Rn restreinte à Rn privé de 0. L'action θ, c'est quoi? On agit par multiplication par les scalaires sur Rn privé de 0. D'accord? Effectivement, ça dilate la mesure de Lebesgue. Et maintenant, donc l'aspect le plus intéressant, c'est quand on prend ce modèle-là, quelle est l'action de G? Quelle est l'extension de Maharam? Et bien là, ça va être, c'est très simple, ça va s'identifier naturellement à l'action naturelle de G sur Rn privé de 0. Donc effectivement ici, ça utilise vraiment le fait que on prend le groupe SLN, parce que SLN préserve la mesure de Lebesgue.
Sn préserve la mesure de Lebesgue. Donc là, ici, en fait, G va bien agir sur cet espace-là, en commutant avec cette action-là, en préservant la mesure de Lebesgue, et effectivement en étendant l'action sur Sn-1. Donc vraiment, en passant au quotient, on retombe sur l'action dans laquelle on est parti de départ. D'accord ? Et en fait, ces propriétés-là, on peut montrer que ça s'identifie naturellement à ce qu'on a construit avant. D'accord ? Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on observe ? Ben, encore une fois, avec le même argument, l'action de G sur Rn privé de 0, elle est bien ergodique, parce que SLN de R, il agit transitivement sur Rn, privé de 0. Et donc, quand on prend un sous-groupe dense, eh ben, on obtient une action qui est ergodique. Donc ça vous donne un exemple d'un système dynamique qui n'a pas du tout de mesure invariante, et même pour lequel l'extension de Maharam est ergodique. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple de système dynamique qu'on appelle de type 3. Le type 3 vient du fait qu'il n'y a pas de mesure invariante, et même c'est un sous-cas très particulier, extrême, de système dynamique de type 3. Parce que l'action, l'extension de Maharam, elle est vraiment ergodique. Bon, bien sûr, il y a des méthodes plus simples pour montrer que cette action, elle n'a pas de mesure de probabilité invariante. C'est facile de montrer qu'il n'y a pas de mesure de probabilité invariante. De mesure sigma finie invariante, c'est déjà un peu plus dur. Et je pense que c'est pas beaucoup plus simple que de passer par ça, pour montrer qu'il n'y a pas de mesure sigma finie invariante. Voilà. Alors, je pense que c'est l'heure. Ouais, donc je vais m'arrêter ici. Donc juste pour ce qu'on va faire la prochaine fois, donc la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça sera 10h et pas 10h30. Et ça sera le jeudi, pas le mercredi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va voir que, bien qu'on n'a pas les outils de la géométrie différentielle dans un cas d'un système dynamique non singulier quelconque, en fait, on a l'analogue de cette extension de Maharam. On peut la définir de manière quand même assez naturelle, même si on va devoir... ça sera moins évident qu'on peut le réaliser de manière canonique. Donc on le déduira de ça. Mais par contre, j'ai tenu à faire ça pour montrer vraiment, ensuite, quand on verra, on passera au contexte des algèbres de von Neumann, on verra que c'est vraiment important d'avoir ce point de vue vraiment canonique, parce qu'il y aura vraiment un analogue parfait pour les algèbres de von Neumann. Bon, je m'arrête là. Merci.